Bienvenue à tous pour cette séance de l'après-midi. Nous commençons avec un exposé de Nizar Demni qui va nous parler de mesures de Brown en anglais ou en français? Comme tu veux, comme vous voulez. En français comme ce matin. Voilà, donc il va nous parler donc de traduction simultanée, qui va nous parler de mesures de Brown pour la compression du mouvement brownien unitaire libre. Merci Nizar. Bon, merci beaucoup pour m'inviter au PR Méga. C'est toujours un plaisir de hier. Bon, il manquait un mot ou deux dans le titre, mais c'est pas grave. C'est juste la compression par un projecteur, une projection orthogonale. Alors, la mesure de Brown, c'est un objet quand même qui est assez compliqué. Il n'est pas très, très répandu, même dans la communauté des collègues qui travaillent en algèbre d'opérateurs. Euh, Par contre, quand un opérateur est non normal, jusqu'à présent, on n'a pas de, on a un seul substitut de la mesure spectrale pour un opérateur non normal, c'est ce qu'on appelle la mesure de Brown. C'est Larry Brown, c'est pas le Brown brownien. Donc ici, il y a deux Brown dans le titre. Donc Larry Brown, qui a écrit un papier, je pense, il a cru que son papier n'était pas intéressant, mais euh, donc récemment, il y a eu un boom dans l'étude de ces mesures-là pour pas mal d'opérateurs. Euh, donc c'est une mesure bon, qui ne capte pas tout le spectre en général. Brown déjà montre qu'elle est supportée dans le spectre, d'accord, mais quand même, et d'avoir au moins une partie assez considérable du spectre d'un opérateur non null. Bien sûr, il y a aussi une autre variante, c'est par exemple ceux qui font de la physique math, ils étudient aussi des opérateurs qui ne sont pas normaux, mais ils ont d'autres notions comme le pseudo-spectre, le spectre instable, et ainsi de suite. Bon, j'ai pas l'impression que on fait la même chose. Bref. Voilà, donc pour le plan de l'exposé, je vais commencer par un petit rappel des probas libres, au moins pour ceux qui ne connaissent pas ces théories. Je ne prétends pas être un expert de probas libres, juste pour vous donner un peu c'est quoi les probas libres, comment elle a été introduite par Voiculescu et qu'est-ce qu'elle donne. Et en même temps, dans cette partie, j'introduirai ce mouvement brownien unitaire libre. Il y a trop de mots, mouvement brownien, on sait ce que c'est. Unitaire, il y a le groupe unitaire sur les matrices, mais le mot liberté fait référence à, disons, à une limite en dimension infinie. Ensuite, je motiverai l'introduction de la mesure de Brown en passant par le terme spectral pour les opérateurs normaux. Et puis, je commence à me diriger vers le vif du sujet. Donc, pourquoi, disons, on a regardé avec mon co-auteur cet opérateur-là qui va être presque la compression du mouvement brownien unitaire libre. Et les deux dernières parties, c'est la technique qu'on a utilisée, qui est, disons, elle commence par du calcul stochastique libre, et puis euh, elle déborde vers, disons, les équations de Hamilton-Jacobi, les méthodes des caractéristiques, ainsi de suite. Je donnerai des images disons, du support de la mesure de Brown. Vous pourrez peut-être me dire pourquoi il n'y a que le support, il n'y a pas la densité. Bon, ça fait 4 ans qu'on essaie de calculer la densité. Il reste juste des problèmes techniques mais qui sont assez tordus. Et bon, je ne sais pas si Stéphane, peut-être toi avant Noël sur Archive, on va voir peut-être avant Pâques. Voilà. Du tout trop ambitieux. Donc, je m'excuse, ceux qui connaissent les probas libres, juste j'aimerais bien donner le cadre. Abstraitement, on se place dans l'algèbre des opérateurs bornés, même s'il y a un cadre aussi pour les opérateurs non bornés, dans un espace de Hilbert complexe, séparable, tout va bien. Et puis, abstraitement, c'est la donnée d'une algèbre, alors qui est un peu spéciale, qu'on appelle l'algèbre de von Neumann. Ce sont, pour dire simple les choses, ce sont les algèbres qui vont permettre le calcul fonctionnel mesurable. D'accord? Donc, il y a le calcul fonctionnel continu, où on prend des fonctions continues d'opérateurs. Ces algèbres-là, ils permettent plus, donc c'est le calcul fonctionnel mesurable. Ils offrent donc un cadre où on peut faire, disons, de la théorie de la mesure
et plus spécialement des probabilités. Alors, pour faire des probabilités, on a besoin d'une espérance, hein, c'est ce que les algébristes appellent un état. Hein, c'est un peu, donc c'est une fonctionnelle linéaire continue, positive, et puis je supposerai comme un algèbre, bon, ici pour le cas von Neumann, l'algèbre contient l'identité par définition, et que l'espérance de l'identité, c'est. D'accord? Alors, ça, c'est abstraitement. Par contre, pourquoi on l'appelle probabilité libre? Parce que Voiculescu est parti et regardez ce qu'on appelle le problème de Caddison pour le groupe libre. Alors, le groupe libre, noté souvent Fn, c'est un groupe où il n'y a pas de relation, en fait. Il n'y a pas de relation, donc on peut le présenter comme 1 à n. Hein, d'accord? Pas de relation entre les générateurs. Alors, c'est un groupe qui est quand même riche, mais à la fois tordu à étudier parce que, par exemple, il n'est pas moyennable. Donc ça, pour les algébristes ou ceux qui font la théorie géométrique des groupes, ça pose un problème, mais en même temps, ça donne matière à étudier. Et au lieu d'étudier ce groupe-là, qui est discret, dénombrable, Voiculescu a regardé ce qu'on appelle l'algèbre du groupe, hein, qu'on peut voir comme les sommes formelles finies donc de coefficients CG complexes, et puisque je note ici delta G, juste je note delta G avec, c'est-à-dire que c'est à la base, si vous voulez, de l'algèbre du groupe, hein, c'est juste pour traduire la multiplication du groupe, delta G, delta H, c'est delta GH. Donc, il y a cette algèbre du groupe, mais il y a une façon de la voir comme un opérateur dans l'algèbre de L2 de Fn. L2 de Fn, je pense que vous savez, donc vous pouvez deviner ce que c'est-à-dire les fonctions sur le groupe qui sont de carré sommable. D'accord? En fait, on va voir ça, ou bien chaque delta G, comme un opérateur ici, orné dans ça. D'accord? Alors, pourquoi il fait ça? Bien sûr, c'est un algébriste. Donc, quand il se met en fait dans cette algèbre, il y a plusieurs façons de regarder des fermetures. Parce que dans cette algèbre, il y a plusieurs topologies. Il y a la topologie uniforme, et la topologie forte, il y a la topologie faible, il y en a d'autres. Hein, il y a la sigma faible, mais je ne vais pas en parler. Celle-là, alors l'uniforme, elle va donner ce qu'on appelle la C étoile algèbre réduite. Je ne vais pas en parler, mais ces deux-là, ils vont donner l'algèbre de von Neumann. D'accord? Donc, c'est pour l'algèbre des opérateurs. Borné sur ça. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour ça que ici j'ai écrit la fermeture weak topology. Ici, je n'ai pas écrit fini, donc c'est SOMF fini. D'accord? Et alors, ici, c'est quoi l'état? L'état canonique, disons, qu'on prend, c'est juste la valeur de la fonction de l'identité, c'est-à-dire le coefficient C. D'accord? Ça donne un état. Donc voilà la motivation, donc ça vient du groupe libre et c'est pour ça qu'on appelle une probabilité libre. Mais comme on veut faire des probas, il faut une notion d'indépendance. Donc la liberté, c'est une notion d'indépendance non commutative. Ce qu'a vu Voiculescu, c'est la chose suivante, c'est que pour le groupe libre, après simplification, il n'y a aucun mot, disons, c'est pas un torseur, Stéphane. Il n'y a aucun mot, en fait, après simplification, qui est l'identité. C'est déjà pour ça qu'on appelle le groupe libre. Donc après, Voiculescu a traduit ça dans l'algèbre. Hein, donc si je prends, peut-être G1, GI, GK, si je traduis ça, donc je vais avoir des delta G1 en produit, donc delta GK, donc ici l'identité, donc delta E. Et comme ce n'est pas égal à delta E, l'état canonique que j'ai, le taux que j'ai, c'est le coefficient disons, la valeur de la fonction E en l'identité, et bien ça, c'est 0.
Et donc, maintenant, comment il a formulé cette histoire? On dit que si des algèbres ou même des éléments sont libres, bon, des éléments, si les algèbres engendrées sont libres, c'est que si on va prendre des éléments dans deux algèbres consécutives différentes, d'accord? Parce que ici, on regarde les mots après simplification, eh ben, si on les recentre, c'est-à-dire si les G ne sont pas l'identité, eh ben, le produit de ces G n'est pas l'identité non plus. Et donc, ça s'écrit d'une façon simple. Ici, pardon, c'est taux. Ah, j'ai oublié de remplacer. Donc, je dis que mes algèbres sont libres. Si je prends n'importe quel mot dont donc les deux voisins ne sont pas dans la même algèbre, la même sous-algèbre, eh ben, j'ai zéro. Et ça, alors, comment Colesco est arrivé au proba libre? Regardez, si je prends si j'applique ça pour disons, deux éléments, A et B, je dois bien sûr les recentrer, donc je dois enlever taux de A, l'identité, taux ici, pardon, taux, et B moins taux l'identité, taux de B, l'identité. Je vais dire que ça, c'est 0. Et bien, si j'écris ça, j'obtiens que taux de AB, c'est taux de A, taux de B. Et là, il a vu que ça se comporte comme l'espérance, disons, d'un produit de variables aléatoires indépendantes. Par contre, là, c'est une théorie qui est, disons, largement non commutative, c'est-à-dire n'imaginez pas que si je prends maintenant taux de ABA, je vais avoir un truc simple, d'accord? Les choses commencent à se compliquer. Et de là, il est venu donc la définition de la liberté. Bon, Voiculescu, au début, il l'a formulé avec ses opérateurs là, de translation, donc il a vu qu'ils sont libres dans l'algèbre de von Neumann. Et donc, par exemple, là, on peut définir des convolutions en disant, par exemple, la convolution, ce qu'on appelle additive, parce que ici, comme on est dans un cadre non commutatif, on peut additionner, on peut multiplier à gauche, à droite, donc il y a plusieurs variantes. Mais par exemple, ce qu'on note, la convolution additive, hein, d'accord? Si jamais mes A et B sont des opérateurs normaux, hein, ils ont des mesures spectrales, et bien là, alors je vais écrire comme ça, hein, je suis désolé, c'est la loi, disons, de A plus B. D'accord? Si A et B sont auto-adjoints, par exemple, A plus B, c'est un opérateur auto-adjoint. Si je suppose qu'ils sont libres, la convolution multiplicative, c'est juste la loi de la somme, comme on fait en proba classique. D'accord? La convolution de deux variables indépendantes, c'est la loi de la somme. Alors, comme c'est un cadre non commutatif, ce qui est bien, c'est qu'on peut définir, par exemple, cette convolution additive. On peut prendre deux opérateurs unitaires U et V, qui sont libres et définir U fois V. D'accord? On peut prendre maintenant des opérateurs qui sont positifs. Je vais l'appeler A, B. Et pour garder, bien sûr, positif, donc ils sont auto-adjoints, pour garder le caractère auto-adjoint, eh ben, on va définir la loi de cet objet-là. Hein. Donc, je ne vais pas écrire AB, bien sûr, le spectre de AB, c'est le spectre de ça, mais ça, c'est auto-adjoint quand même. AB n'est pas forcément auto-adjoint. D'accord? Donc, ce cadre-là, en gros, hein, je ne vais pas aller dans trop de détails, il nous offre au moins trois types de convolutions. D'accord? Bon, une fois il y a eu cette histoire, hein, donc les gens aussi qui posent sur les matrices aléatoires ou les probabilistes se sont mis aussi à étudier ça. On peut définir des convolutions libres. Qui dit convolution libre, on peut parler de processus de Lévy libre. Et bien sûr, le prototype, hein, le champion du monde, c'est le mouvement brownien, bien sûr. Alors, le mouvement brownien, alors il faut faire attention, vu qu'on a trois convolutions,
faut faire attention. Donc, bien sûr, on peut le définir de plusieurs façons. Il y a eu une histoire déjà avec le fameux résultat de Dyson, c'est-à-dire que si je prends un mouvement brownien hermítien et que je l'appelle par exemple H, et si je regarde des choses comme ça, d'accord, je regarde pas les grands moments, les moments. D'accord? Donc, et puis, allez, je vais dire M croix M. Et donc là, si je normalise bien, eh bien, c'est un résultat, je pense, Wigner ou Dyson, je ne sais plus qui c'est, va me dire que, en fait, cette chose-là, c'est l'intégrale de x puissance k. Bien sûr, je dois normaliser la variance ici. Pareil, donc HT, je l'appelle HT. Avant, je dois normaliser la variance. Et ça va converger vers ce qu'on appelle la loi du demi-cercle. D'accord, de à une, bon, il y a une constante 1 sur pi, je pense. D'accord, ça c'était le premier résultat de Dyson. Voiculescu, il a démontré même plus, c'est-à-dire Voiculescu, il a en langage, disons, processus, hein, il a pris, par exemple, on peut prendre des x, des ht1, d'accord, puissance k1, on peut prendre des produits comme ça de traces, d'accord, k2, ainsi de suite. Bon, je ne veux pas vous compliquer la vie. Donc, à la limite de ces matrices-là, il y a un objet qu'on appelle le mouvement brownien additif, d'accord? Qu'on peut aussi définir, comme dans Proba classique, comme un processus de Lévy qui a des accroissements, alors, non plus indépendants, mais libres, d'accord? Et puis, la loi au temps 1, c'est la loi du demi-cercle. Une fois on a le mouvement brownien additif, alors la question qui était, bien sûr, un problème qu'il fallait résoudre, c'est de développer un calcul stochastique libre. Bon, ça a été fait sur plusieurs étapes par des gens alors qui viennent du proba quantique avec ce qu'on appelle les opérateurs de création d'annulation, jusqu'au moment où, effectivement, bien et Speicher, ils ont établi, disons, les fondements de ce calcul stochastique libre. Il ressemble beaucoup au calcul stochastique, disons, classique, mais bien sûr, comme c'est un cadre non commutatif, hein, il y a donc des choses qui changent. Mais on a donc ce calcul stochastique libre, on peut définir des EDS libres, et on peut faire plein de choses. D'accord? Une dernière remarque concernant ce slide. Bon, ça, il y a toute une jolie interprétation combinatoire, hein, des probabilités libres. C'est comme donc en proba classique, quand on regarde le log du Fourier, c'est ce qu'on appelle la, euh, la fonction génératrice des cumulants. D'accord? C'est celle qui linéarise la convolution classique, l'indépendance. D'accord? Et ben, ça, on peut relier les moments de x et les cumulants de x. Les cumulants, ce sont les coefficients du développement en série. D'accord? On peut les relier par disons, le treillis de toutes les partitions. En probabilité libre, il y a un parallèle qui fait intervenir les partitions, ce qu'on appelle long croisé. Mais ça, je ne vais pas l'utiliser, je vous donne juste l'information au cas où vous êtes intéressé. Voilà. Mais imaginez donc un mouvement brownien qui, disons, qui va être, disons, l'exponentielle imaginaire, comment je vais dire ça, bon, dont la loi spectrale ou la mesure spectrale est sur le cercle. C'est comme en dimension 1, on a un mouvement brownien linéaire, et puis on prend exponentielle IBT. D'accord? Ça, c'est un mouvement brownien sur le cercle. Bon, on peut, au lieu du cercle, on peut prendre le groupe unitaire. C'est un groupe de Lie qui est compact. Il a un noyau de la chaleur qui a de belles propriétés. Et puis, on peut se demander qu'est-ce qui se passe quand je regarde des espérances de traces de ce genre-là. Eh bien, ça, c'était une question aussi motivée par les gens qui font de Young-Mills. Finalement, ça a été résolu hein, par
Eric Reines et puis indépendamment par Philippe Bian, qui ont calculé cet objet-là. Et puis, ils obtiennent une loi sur le cercle, hein, qui va être la loi du temps 1 d'un objet qu'on appelle le mouvement brownien unitaire libre. C'est pour ça que j'ai dit large size of Brown motion on matrix unitaire. Voilà. Et une autre façon, bien sûr, on peut le définir comme un processus de Lévy multiplicatif, vu qu'on est dans un monde unitaire, donc la convolution, c'est la convolution multiplicative sur le groupe unitaire. Donc, bon, finalement, il y a un objet qui est une suite d'opérateurs unitaires et dont la loi potentée, hein, elle est donnée par ces moments. Ici, c'est une mesure compacte et il est donné par cette expression. Bon, je ne peux pas, disons, faire plus parce que sinon ça va déborder. En gros, j'ai une dynamique, bien sûr, elle n'est pas aléatoire, une famille d'opérateurs unitaires qui a, disons, des accroissements libres, d'accord? Accroissement au sens multiplicatif, libre, et puis autant t, sa mesure, elle est invariante par conjugaison. Donc, c'est pour ça que les moments d'ordre n sont égaux aux moments d'ordre moins n, et elle est donnée par une expression simple, ça c'est un polynôme de Laguerre. Ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement brownien unitaire. Bon, je suis désolé. Et en imitant aussi l'exponentielle d'une matrice, on peut écrire une EDS libre. Pareil. Donc, il y a en fait, en gros, trois façons de le définir. C'est-à-dire en dimension, dans le cadre commutatif, on peut reconnaître que ça, c'est l'exponentielle de IBT. D'accord? En appliquant la formule d'Ito. Voilà. Bon, je suis désolé. 100 mètres. Hein? 100 mètres. Alors, donc ça, c'est une sorte de comment on dit, crash course probability. Maintenant, je vais parler de mesures de Brown. Guillaume, on a commencé à quelle heure, s'il te plaît? 35. Bon. Donc, pour la mesure de Brown, d'abord, je repasse par le cadre, disons, classique, hein, le cadre des opérateurs normaux. L'opérateur normal, c'est l'opérateur qui commute avec son adjoint. D'accord? Alors, pour ces opérateurs-là, on a le fameux théorème de von Neumann, hein, on l'appelle le théorème spectral, c'est-à-dire que pour toute fonction mesurable, f de a, on peut le définir de cette façon-là, d'accord? C'est le calcul fonctionnel mesurable. Ça, c'est une mesure à valeur projecteur, d'accord? Et pour les matrices, c'est juste la projection sur le sous-espace propre. Et puis, si on a un état, si on a une forme linéaire continue, fictive, on peut prendre taux de f de a, qui est un opérateur, et puis on se ramène à une intégrale, hein, Lipstiges, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle la mesure spectrale de l'opérateur dans l'algèbre A par rapport à l'état taux. L'exemple, bien sûr, typique disons, de ce théorème, hein, c'est le cas des matrices. Si on se place dans l'espace des matrices de taille n, et on prend l'état qui est la trace normalisée, dans ce cas-là, on sait que, bien sûr, toute matrice normale est diagonalisable, et puis les E lambda, dans ce cas-là, sont les projecteurs sur le sous-espace propre, donc associé à lambda, et bien sûr, là, la mesure empirique, la mesure spectrale, et c'est simplement la mesure empirique des valeurs. Ça, c'est le cas, bien sûr. Une façon de calculer cette mesure spectrale est de considérer la mesure de Stieltjes. Ce qui est bien, c'est que pour un opérateur auto-adjoint, donc la mesure spectrale est portée par l'axe réel. Donc on peut regarder cette fonction-là pour z qui n'est pas réelle, et puis on se ramène à un problème au bord. Il y a une formule qui permet disons, de retrouver la mesure à partir de la fonction GA. Hein, je pense qu'il est assez connu.
c'est juste un problème donc au bord. On regarde ce qui se passe dans le demi-plan haut et puis on essaie de passer à la limite sur l'axe réel et on écrit ça comme une limite faible, hein, d'accord, de l'imaginaire de g de x plus y quand y tend vers 0. C'est-à-dire on essaie de passer du demi-plan supérieur à l'axe réel. Bon, bien sûr, on peut aussi le faire de demi-plan inférieur. Donc ça, c'est très très bien connu, hein, on utilise ça même pour calculer des convolutions libres, hein. Il y a une jolie machinerie derrière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où l'opérateur n'est pas normal? Ce cas où l'opérateur n'est pas normal, il y a des problèmes parce que déjà les valeurs propres ne sont pas stables, hein, alors que les valeurs singulières le sont. Bien, Larry Brown a eu recours à des outils de théorie de potentiel, et notamment ce qu'on appelle le potentiel logarithmique, hein. Bah, je pense que Jalil connaît très bien ça, hein. Donc, pour une mesure mu, on définit son potentiel logarithmique, hein, cette fonction qui peut valoir moins l'infini, d'accord? Et puis, il y a une formule d'inversion, hein, bien sûr au sens faible, d'accord. La mesure mu, elle est obtenue à partir du potentiel logarithmique comme un Laplacien au sens des distributions. Alors, bien sûr, ça provient du potentiel de Newton, hein. Si on regarde la fonction log de module de z, qui a une singularité en 0, ça, eh ben, c'est le potentiel logarithmique, bien sûr, de la masse de Dirac en 0, et puis on peut démontrer en utilisant les distributions que c'est. D'accord. Donc ça, c'est l'exemple typique de calcul disons, de mesure à partir du potentiel logarithmique. C'est l'équation de Laplace. Larry Brown, il a eu cette idée-là, qui se base sur la décomposition de Ritz d'une fonction sous-harmonique. Donc, si on a une fonction sous-harmonique, bon, je suppose qu'elle est semi-continue supérieurement, eh ben, on peut la décomposer en partie harmonique et un potentiel logarithme. Et bien sûr, ici, la mesure. Voilà. Maintenant, quel est le choix de la fonction sous-harmonique qui va donner cette mesure de Brown, qui va donner naissance à cette mesure de Brown? Alors, je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui m'a un peu surpris parce que Larry Brown a écrit son papier, je pense, dans les années 80, et puis il y a le travail de Girko dans les années 80. Je ne sais pas s'ils communiquaient, les deux ont communiqué, mais ce n'est pas clair. Bref, donc Larry Brown a regardé cette fonction. Au lieu de regarder l'opérateur A en lui-même, qui n'est pas normal, on va regarder ce que j'écris ici, la valeur absolue de A moins oméga au sens fonctionnel, c'est-à-dire juste A moins oméga multiplié par son adjoint, oméga l'identité, hein. Oméga, c'est un nombre complexe. Donc A moins oméga l'identité multiplié par son adjoint puissance n demi. D'accord? C'est la valeur absolue, si vous voulez, au sens fonctionnel. Eh bien, là, on voit bien donc, que ça, c'est un opérateur qui est auto-adjoint. Donc, il n'a pas de problème. Et ce que montre Larry Brown, c'est que cette fonction-là, que j'appelle S, simplement, c'est une fonction sous-harmonique. Donc, d'après le théorème de la décomposition de Ritz, elle va avoir une décomposition en partie harmonique et en un potentiel rythmique. Mais Larry Brown, quand même, montre plus. Il montre qu'en fait, il n'y a pas de partie harmonique, hein, d'accord, ou bien il l'injecte là. Donc, il montre que cette fonction-là est le potentiel logarithmique d'une mesure. Et donc, d'après ce que j'ai montré, cette mesure-là, mu A, va être déduite de cette fonction-là par l'application du Laplacien au sens des distributions. Et c'est ça qu'on appelle la mesure de Brown de l'opérateur A.
Alors, comme un opérateur, pour un opérateur normal, normalement, on doit retrouver ce qu'on connaît, et ça, Larry Brown aussi le démontre aussi. Donc, et il démontre que si l'opérateur A est normal, alors mu A n'est autre que la mesure spectrale de l'opérateur. Mais en général, le support de la mesure de Brown est un sous-ensemble propre du spectre de A. Alors, dans pas mal de cas où il y a pas mal d'invariances, ils ont pas mal de jolies propriétés, la mesure de Brown est supportée exactement par le spectre. Mais il y a plein de cas où ce n'est pas vrai. Plein de cas où cela n'est pas vrai. Juste une idée, une petite idée sur le travail de Brown. Comment il a fait? Il s'est dit, bon, si je considère que ma fonction ici, donc elle a un problème parce que si je touche le spectre, bah, elle explose. Bah, ce que je fais, c'est que je vais regarder une régularisation. Il a ajouté un nombre réel positif, x, et puis il va regarder la limite décroissante quand x tend vers 0 plus. D'accord. Et effectivement, là, il va montrer que cette fonction, elle est sous-harmonique, qui est semi-continue, qui est même ici continue, donc la limite va être semi-continue. Et puis, si on peut séparer les parties positives et négatives et appliquer le théorème de convergence monotone pour montrer que, en fait, cette fonction-là décroît vers la bonne fonction qu'on veut. Donc, l'approche de Larry Brown, c'est juste une sorte d'approche perturbative. D'accord? Il a juste rajouté un x, c'est qu'un peu quand on fait une régression linéaire ou une régression ridge, hein, on rajoute un petit truc pour avoir l'inversibilité. Et donc, lui, c'est ce qu'il a fait. Le cas, bien sûr, matriciel, je reviens toujours. Hein, le cas matriciel. Donc là, je rappelle que l'état, c'est la trace normalisée. Si on regarde S de oméga, par définition, c'est 1 sur n, la somme des logarithmes. Et maintenant, si j'applique le Laplacien en sens des distributions, ici, la singularité, elle est en lambda j. Et donc, je récupère la mesure de Brown qui est 1 sur n, la somme des Dirac en lambda j, c'est-à-dire la mesure empirique des valeurs. Donc là, ça colle bien. Bon, moi, personnellement, je trouve un peu, disons, j'ai pas la réponse au fait, est-ce que Guirco et Brown ont communiqué avant? Je ne sais pas. Parce que Guirco aussi, il explique que les valeurs propres d'un opérateur non normal ne sont pas stables, donc il a eu recours aux valeurs singulières. Et bon, les papiers sont écrits à peu près au même temps. Je ne sais pas s'ils ont communiqué. Bon, ça, je ne peux pas vous dire plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, donc là, la première partie, il y a les probabilités libres. Bon, Larry Brown, il ne parle pas de probabilité libre, mais quand même, il a des algèbres de von Neumann avec les bonnes propriétés pour avoir ce qu'il veut. D'accord? Et je pense fin des années 90, il y a eu un intérêt au calcul de la mesure de Brown de certains opérateurs et qui ne sont pas normaux. Je donnerai une petite liste disons, de ces travaux-là. Et puis, bah, à ma connaissance, il y a eu quand même une interruption jusqu'au moment où je pense qu'il y a Philippe Bian qui a posé un problème par rapport disons, à la mesure empirique des valeurs propres du mouvement brownien sur GLN. Et bon, là, la communauté, je pense qu'elle a bougé. Et il y a eu ces dernières années un petit dans ce boom-là, je me suis intéressé à ce genre d'opérateur. Pourquoi? Parce que cet opérateur YT, je rappelle que c'est le mouvement brownien unitaire libre, quand t tend vers l'infini, sa mesure spectrale, elle tend vers la mesure uniforme sur le cercle. C'est-à-dire que, ou même fortement, hein, il y a des résultats plus forts,
Donc, disons que ce YT, quand t est envers l'infini, et il s'approche de ce qu'on appelle un opérateur de Haar, c'est-à-dire un opérateur unitaire. Dans la loi spectrale, c'est la mesure de Haar sur le cercle. Et bien, quand on remplace YT par un opérateur de Haar, ce PYT, c'est un exemple d'opérateurs étudiés en probabilité libre qu'on appelle les opérateurs R diagonaux. D'accord? Donc, le YTP, en quelque sorte, c'est une version dynamique de ces opérateurs R diagonaux. Et on voulait voir à peu près comment les choses se passent, pas quand t est envers l'infini, mais à t fixe. Je vais essayer d'expliquer ça un peu plus ici. Donc, je prends un projecteur orthogonal qui est libre avec toute la trajectoire YT. Ici, bon, il y a une petite subtilité, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. D'accord? Ce n'est pas uniquement libre avec un YT pour t fixé, mais avec toute la trajectoire. Et puis, ce PYTP, hein, c'est ce que j'appelle la compression de YT par P. Pour les matrices, ça revient juste à prendre un coin. D'accord? Si votre projecteur est diagonal, ça prend juste un coin, une sous-matrice. Donc ça, c'est la version dimension infinie de ça. Alors maintenant, en dimension infinie, on va regarder ça dans l'algèbre, ce qu'on appelle compressé, c'est-à-dire au lieu de regarder la sous-matrice avec des zéros, on regarde que la sous-matrice. Par exemple, vous partez de taille 50, vous prenez un coin de taille 10, et ben vous vous placez dans M10. D'accord? Dimension infinie, on parle d'algèbre compressée. Et donc ici, je normalise mon état de telle sorte à ce que taux de P égale 1. Le nouveau taux de P égale 1. C'est pour ça que je normalise par taux de P. Alors, dans ma thèse, j'ai pas étudié ça, j'ai étudié plutôt la partie radiale. Comme P est idempotent, donc la partie radiale s'écrit comme ça, et ça, c'est ce qu'on appelle le processus de Jacobi. Bon, je ne vais pas en parler, ça c'est Catherine. Oui, hein? D'accord? Mais on peut se poser la question, celui-là, il est auto-adjoint, on a une mesure spectrale sur 0,1. Bon, il est compliqué comme objet, mais aussi on peut se poser la question, au lieu d'étudier cette partie radiale, est-ce qu'on peut étudier juste ce coin, ce que les gens appellent truncations, troncature. D'accord? Eh bien, la première chose que vous pouvez me dire, pourquoi ici j'ai parlé de PYTP, alors que dans le slide d'avant, pardon, dans le slide d'avant, il y a juste YTP. Wow. Ça, en fait, ce n'est pas une perte de généralité, parce que j'ai trouvé une petite astuce dans un papier de Hagerup, hein, les pros d'algèbre d'opérateurs. Ils peuvent décomposer l'espace en somme directe, suivant donc le sous-espace associé à P et son orthogonale, et ils démontrent que la mesure de Brown de ce YTP, c'est à peu près la mesure de Brown de ce PYTP, de la compression, dans l'espace bien sûr compressé, hein, d'accord? Modulo juste une masse de Dirac en zéro qui, elle va mesurer le défaut, c'est-à-dire de P, parce que comme on compresse, on se restreint à l'espace, disons, sur lequel on projette. Et si l'espace sur lequel on projette, il a une dimension continue alpha, ben là, c'est juste, il faut compléter par l'orthogonale. D'accord? Donc, grosso modo, regardez cet opérateur-là ou celui-là, ça revient à la même chose. Donc, on va plutôt se concentrer sur la compression. Et d'ailleurs, le titre, c'est compression. Bien sûr, quand on s'attaque à ce genre de problème, on regarde toujours le cas stationnaire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le cas stationnaire, ce que j'appelle U ici, c'est un opérateur de Haar. Il a pas mal d'invariance. Il est riche, pas mal d'invariance. On peut utiliser les outils de probabilité libre. C'est comme quand on utilise les gaussiennes. Il y a pas mal de simplifications dans les formules. On essaie d'abord de regarder qu'est-ce qui se passe quand on remplace YT par U. Alors ça a été étudié par Hagerup et Larsen, qui calculent, bien sûr, avec des outils d'algèbre d'opérateurs,
la mesure de Brown et il montre, bien sûr, ça c'est la masse de Dirac en zéro, qu'il y a une densité et que le support c'est le disque centré en zéro et dont le rayon c'est racine de alpha. Et alpha c'est le rang du projecteur, le rang continu du projecteur. D'accord? Et ici c'est radial parce que cet opérateur-là, U, il est invariant. Il a beaucoup d'invariance. D'accord? Et surtout, bon, il y a d'autres histoires liées à la liberté. Hein. Alors, ce résultat-là, il nous donne déjà une idée. D'abord, ce racine de alpha, qui est racine de taux de P, on peut le voir comme la norme 2, hein, qui est plus petite que la norme d'opérateur 1. La norme d'opérateur, c'est le rayon spectral. Donc là, on peut voir déjà que la mesure de Brown, elle est supportée dans un disque de rayon plus petit que celui du rayon spectral. Bon, l'approche de Hagerup ne se restreint pas uniquement à des projecteurs orthogonaux, il peut mettre ici n'importe quel opérateur positif. Hein, donc ça, c'est juste pour dire bien les choses. Et comme je vous ai dit, cette approche-là utilise en grande partie le fait que ce U-là, il est unitaire de A parce qu'il y a pas mal de liberté, ça, en fait. C'est comme si vous multipliez des variables aléatoires par des Bernoulli symétriques. Vous créez de l'indépendance. Donc, il y a pas mal de simplification. Le souci, c'est qu'à temps fixé, il y a T. Lui, bon, il a des invariances, mais beaucoup, disons, moindres que U. Mais l'avantage, et c'est là où l'avantage, c'est que les probabilistes aiment bien le calcul stochastique. Parce que on n'a pas l'avantage, il y a les mesures de Haar, donc les symétries, tout va bien. Bon, là, on considère un mouvement brownien, donc là, on casse beaucoup de symétries, mais quand même, on a un avantage, c'est le calcul stochastique qui, lui, va mener vers l'analyse, des analyses de débit. Voilà. Une dernière motivation, bon, ça, je parlais à Guillaume aujourd'hui, hein, en, donc, disons, en regardant les modèles matriciels, euh, disons, de cette compression, c'est-à-dire, hein, prenez une matrice unitaire de Haar, une matrice unitaire uniformément dans le groupe unitaire, prenez un point de taille M, et là, il y a un résultat de Petz-Phi qui dit que si M sur N tend vers alpha, ben, la mesure empirique des valeurs propres va converger vers la mesure de Brown de l'opérateur PUP à considérer par Haguet. Juste ça, c'était pas connu avant parce que avec le papier de Korouzenko-Sommers, enfin tout ça, c'est un processus déterminantal en l'occurrence. Oui, c'est un processus déterminantal. Oui. Voilà. Mais comme je t'ai dit ce matin, ils l'obtiennent comme conséquence, c'est-à-dire le résultat principal, c'est des grandes déviations. Ah oui, c'est ça. Et donc, ils récupèrent, voilà, la mesure qui minimise, elle, c'est la mesure de Brown. Ils récupèrent ça. Et c'est plus un résultat de grande déviation. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on voulait regarder le cas dynamique. Bon, on n'a pas regardé un principe de grande déviation jusqu'à présent. Et là, avant de passer donc à la partie dynamique, voilà une liste. Bon, peut-être qu'elle n'est pas exhaustive. Là, c'est donc les 4 premiers ici, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de dynamique. Ici, il y a pas mal de matrices unitaires de Haar, des opérateurs R diagonaux, donc des outils qui sont vraiment liés à la liberté. Et puis récemment, vous voyez, depuis 2022, hein, il y a des papiers de Driver Hallkamp pour GLN, le papier que je présente, et puis des étudiants autour de Brian Hall, hein, Ho, Zong, et ces 2 papiers-là, il n'y a pas de dynamique non plus, mais ça rejoint un peu la première partie. D'accord? Peut-être que ce n'est pas une liste exhaustive, mais moi, je la divise comme ça. Une partie non dynamique, partie dynamique, et puis là, bon, on a quelques opérateurs un peu qui sont reliés ou des déformations elliptiques de ces choses. Voilà. Bien. Question. Alors là, bon, je vais presque finir, hein, donc je ne vais pas
la tête avec tous ces trucs-là. Donc, l'approche, c'est juste de partir de cette fonction considérée par Larry Brown, où il y a maintenant YT. On va appliquer du calcul stochastique libre, prouver une EDP de type, ce qu'on appelle Hamilton-Jacobi. Et pour ce type d'EDP, il y a les caractéristiques, c'est-à-dire les équations d'Hamilton, et on va regarder le temps d'explosion. D'accord. Et ce temps d'explosion, c'est lui qui va déterminer le support de la mesure de Brown. D'accord. Pour le moment, on a réussi juste à localiser le support. Le cas de la densité, comme je vous l'ai dit, c'est presque fait, mais les calculs, ils deviennent vraiment algébriquement, c'est tordu. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup de donner des expressions tordues comme ça. Bref, mais des fois, il faut écrire des papiers. Donc, la fonction de Larry Brown est celle-là. Donc, on va partir de YTP. On va perturber par X. Là, tout va bien. Donc, on va appliquer le calcul stochastique pour montrer que cette fonction-là, STWX, satisfait cette EDP. Alors, c'est une EDP qui est assez compliquée. Personnellement, je n'ai jamais rencontré cette EDP avant ce papier. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis, essayer d'appliquer le formalisme hamiltonien à ce genre de choses. Bon, le but, c'est pas vraiment de vous montrer des expressions compliquées, c'est juste pour décrire l'approche. Donc, il y a cette EDP-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le formalisme hamiltonien, c'est-à-dire il y a des positions, moments, des variables positions et des variables moments. Les positions, c'est XW, que j'écris comme XAB, partie réelle, partie imaginaire. Et puis, les moments, ce sont juste les dérivations par rapport à X, par rapport à A et par rapport à B. Et si on écrit ça, on a en fait l'hamiltonien, notre hamiltonien, qui va être une fonction de 6 variables, XAB, PX, PA, PB. Et maintenant, on va chercher des trajectoires, qui sont ces caractéristiques, le long desquelles cet hamiltonien est constant. Donc c'est ça la prochaine idée. Et ça, bon, c'est connu, il y a le livre d'Evans, par exemple, qui explique bien ce genre de choses. Donc, on cherche ces trajectoires-là pour lesquelles h est constant, c'est-à-dire que la dérivée en temps est nulle. D'accord. Ça, c'est connu. Les équations d'Hamilton, ce sont des équations différentielles couplées. Par exemple, ici, vous voyez la dérivée de A de U par rapport à U, c'est la dérivée partielle par rapport au PA, c'est-à-dire à l'opérateur moment de H. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on appelle les équations d'Hamilton. C'est-à-dire, si vous injectez ça, vous allez trouver que du de H égale 0. C'est ça l'idée. Chercher les trajectoires qui ont cette propriété. Voilà. Après, ça devient maintenant de l'analyse. Il n'y a plus d'algèbre d'opérateurs. On peut montrer qu'il y a certaines quantités conservées sur les caractéristiques. Ça, c'est bien parce que leur valeur à tout instant U, c'est la valeur en 0. D'accord. Donc, ici, par exemple, il y a le moment angulaire, APB moins BPA. Donc, c'est comme si vous faites X dy moins YTX, c'est le moment angulaire. Ça, c'est notre quantité, puis XP, X carré, et on va faire de l'analyse, pas vraiment, c'est-à-dire de mystère. Juste, je vous montre, parce que je vous avoue qu'au début, j'ai dit à mon co-auteur, on arrête, il n'y a pas cette équation très compliquée, je pense qu'on ne va pas la résoudre. Après, il y a eu un miracle, et on s'est demandé pourquoi. Eh bien, parce que quand on a, disons, on repris les calculs, on a vu qu'avec ce changement de variable, vous voyez, l'expression quand même de l'équation d'Hamilton-Jacobi, elle devient beaucoup plus sympathique. Et je pense qu'il y a même plus, c'est-à-dire il y a sûrement une raison, il y a sûrement un groupe de transformation qui est derrière et qui fait en sorte que les choses sont intégrables. Parce que a priori, quand on regarde une telle EDP, même vous la montrez à un EDPiste, bon, là, on fait du qualitatif, on n'écrit pas. On fait que du qualitatif.
Bref, juste ça, c'est une parenthèse. Le reste, c'est de l'analyse. Je ne vais pas vous embêter. On va calculer une expression. Il y a de jolies fonctions, cosinus hyperbolique. Par rapport au cas de GLN, alors ici, c'est un peu embêtant que l'argument de la trajectoire n'est pas constant. C'est un peu embêtant, mais bon, ça donne plus de richesse. Mais ce qui est très important, n'oubliez pas, Larry Brown est parti de cette déformation plus x. Et nous, on aimerait bien tendre x vers 0. Et quand on calcule x, on trouve que c'est x0 fois un facteur. Et faire tendre x vers 0, c'est le cas où vraiment il peut avoir des explosions, revient à dire que cette intégrale, c'est 1 sur px de 0. Et c'est là, en fait, le temps d'explosion de l'EDP qu'on définit comme ça. Donc, le temps d'explosion associé à un état initial W de 0, X de 0, c'est le premier temps pour lequel cette intégrale, c'est 1 sur Px de 0. C'est-à-dire où là, la trajectoire en X s'écrase et on va rentrer dans le spectre et dans le support de la mesure de Brown. Et c'est là où on peut avoir des problèmes. Donc, et après, tout ça, c'est standard. On va calculer cette fonction le long des caractéristiques. On va trouver des expressions fermées. Hein. Il n'y a pas de mystère là-dedans. La seule chose, c'est comment passer à la limite quand x de u, on veut le faire tendre vers 0. Il est là le problème. C'est comme l'homogénéisation. On met un delta, un epsilon, et on veut faire tendre epsilon vers 0. Voilà, j'ai presque fini. Hein. J'ai combien 5 minutes? 5 minutes. 7 minutes même, si tu veux. Alors, je rappelle ici, donc cette fonction-là, il y a le x. On va la regarder le long des caractéristiques jusqu'à un temps donné, et puis on aimerait bien faire tendre x vers 0. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher quels sont les nombres complexes, disons oméga, pour lesquels on peut faire tendre x vers 0 sans avoir de problème. Et ça va être le complémentaire de support de la mesure de Brown. Parce qu'en dehors, il n'y a pas de problème, je peux regarder la fonction sans la perturbation. Donc on va aller chercher ce genre de choses. Ce qu'on fait, c'est qu'on va définir le temps T alpha comme le temps d'explosion associé à la valeur 0. D'accord? Et là, on a su qu'on était sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la trajectoire W s'écrit à l'aide de cette fonction ft alpha qui est devant vous. Et ce ft alpha est apparu dans le papier de Bian quand il a étudié le mouvement brownien unitaire. Le ft1, c'est-à-dire si alpha égale 1, le projecteur c'est l'identité, ytp c'est yt, c'est le brownien unitaire. Et là, on a retrouvé l'application que Bian a utilisée pour étudier le spectre de yt. Et là, on était soulagé. C'est là où on était soulagé. Voilà. Bon, je vais passer tout ça. Je vais juste vous montrer des images. Par exemple, la région en dehors de laquelle, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Donc, la région dans laquelle la mesure de Brown est supportée est décrite par une première courbe qu'on appelle sigma t alpha. Vous voyez, c'est une courbe, ce qu'on appelle de Jordan, une courbe simple, fermée. D'accord? Mais il faut la pousser par une application. Juste ici, je vous montre, quand alpha s'approche de 1, qu'est-ce qui se passe? Alpha égale 1 correspond au mouvement brownien unitaire, où il n'y a pas de projection. Donc, vous voyez ici 0,3, ici 0,7, ici 0,8, là. Et là, en 1, vous voyez, quand 1, ça c'est un domaine qui a été trouvé par Philippe Pial. Et la différence, c'est que, à part alpha égale 1, le domaine ici, il est simplement connexe. Là, il est doublement connexe. Là, vous voyez ici, il est doublement connexe.
D'accord. Bon. Je ne sais pas pourquoi, alors, dans le cas où on fait la compression, en quelque sorte, géométriquement, ça se régularise. C'est pas bon. Donc, bref. Donc, ça, c'est le domaine en question. Bien sûr, on n'a pas traité le cas alpha égale 1 parce que, comme c'est doublement connexe, il n'y a pas un domaine de Jordan et tout. Et en plus, alpha égale 1 y compris. On n'a pas besoin de ça. Mais on a besoin de pousser le domaine pour dire que cette fonction ft alpha, elle est injective du bord de ce domaine, qui est une courbe de Jordan, sur son image, et c'est ce domaine-là qui va nous intéresser pour la mesure de bras. Et je vous montre les photos, juste rapidement. Donc là, c'est le mouvement brownien unitaire. Son spectre, il est sur le cercle. Et dès qu'on commence à faire, disons, alpha égale 0,8, vous voyez, donc ici, il y a ce croissant de lune, donc ça commence à rentrer, comme ça. Et par exemple, vous voyez là, pour alpha égale 0,3, ça. Alors, ce qui est embêtant, c'est que plus alpha va diminuer, plus cette partie-là va s'éloigner, et le 0 va rentrer. Le 0, c'est-à-dire qui est déjà dans la partie discrète, rappelez-vous, la mesure de Brown, il y a déjà une partie discrète. Là, il y aura ce qu'on appelle un spectre plongé. Et ça, c'est très embêtant pour les calculs. Donc voilà, par exemple, 0,5, oméga t alpha. Voilà. Finalement, ça, c'est la photo où t tend vers l'infini, on doit retrouver les travaux de Hagerup. Eh bien, analytiquement, on le vérifie. Et puis, les simulations, quand t devient très très grand, ce domaine-là se dirige vers un, disons, grossi et devient le cercle unique. D'accord? Donc là c'est le cercle unité, vous voyez, avec les pointillés, et puis l'autre, c'est le domaine oméga t alpha. Bon, je suis désolé, le problème est que c'est très technique. Dans les approches de driver Holcomb, vous allez voir des papiers à 60-70 pages. Mais au moins, j'ai essayé de vous expliquer la philosophie, parce que le reste, c'est de l'analyse. Vraiment, c'est de l'analyse. C'est-à-dire, on part de calcul stochastique, il y a une EDP, les caractéristiques, on va voir quel est le temps d'explosion, et puis on va pousser, il y a un domaine qu'on va pousser pour avoir, disons, le support de la mesure de bras. Mais bon, le support, ici, il est juste inclus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, pour le moment, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, la seule solution, c'est de calculer explicitement la densité et voir qu'est-ce qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle ou sur Zoom? Et alors la densité, tu dis que vous l'avez presque. Enfin, Oui, on l'a presque, juste des lemmes techniques. Oui, vraiment, il n'y a pas de... est-ce que tu l'obtiens toujours à pareil à partir Voilà. En fait, toute l'idée, c'est de montrer que si j'ai un lambda dans le support, je vais pouvoir l'atteindre par une courbe. Alors, il faut voir quel est le point initial. Est-ce que le point initial est unique ou pas? Donc, il faut vraiment faire ces calculs. C'est pas, je vais pas dire, il y a ce qui nous reste, c'est pas des problèmes où il y a trop de réflexion. C'est vraiment du calcul. À un moment, il faut appliquer le terme d'inversion locale. Donc, il faut vérifier que tel dérivé ne s'annule. Et comme il y a trop de paramètres, des fois, ça part des directions. Mais oui, la tête de la mesure, oui, on l'a presque. Mais bon, il ne faut pas non plus... parce que pour le brownien unitaire, elle est explicite. Elle est presque explicite, oui, presque. On peut l'écrire comme une série. Il n'y a pas vraiment d'expression simple, mais on peut l'écrire comme une série de polyèmes de Laguerre, oui. Et donc, dans le cas unitaire, tu as un moment où tu recouvres tout le cercle. C'est 4, je crois. Est-ce qu'il se passe des choses particulières ici? Tout à fait, oui. On a alors, c'est 4 alpha. D'accord. Le 4 À 4, c'est 4 alpha. alpha. C'est 4 alpha. Et Voilà. 4 alpha, Oui. C'est ça. Bon, tu recouvres, le domaine, il est... Non, Oui, c'est pas le cercle. Là, non, mais ok. Oui. Enfin, tu vois, en tout cas... Oui. Une singularité.